Catherine Safonoff est une auteure qui fait de son quotidien son œuvre, un peu comme une Annie Ernaux, avec la même pugnacité, mais aussi avec l'humour des Anglaises, comme par exemple évidemment Virginia Woolf. Je pense que c'est une très grande auteure. Elle ronge son os depuis le début, depuis le premier livre, le même os, à savoir comment trouver la bonne distance avec les gens qui comptent, c'est-à-dire pour elle la mère, le père, les enfants, le mari, l'amant. Et puis aussi avec ces grands thèmes que sont le sexe, l'argent, bien entendu l'amour. Donc voilà, il s'agit de trouver de la liberté, la brèche pour avoir sa liberté, son indépendance en tant qu'auteur et l'articuler avec le fait d'être aussi mère et d'être aussi femme. Elle a une écriture très rapide, classique, il y a une forme de verdeur comme ça qui la rend très cash et très attachante. Je vais ainsi de l'écrivain coréenne Hong Jong-eun. C'est un roman choral qui nous invite dans l'univers mental et les pensées de trois personnages. D'abord deux sœurs. Il y a l'aînée qui s'appelle Chora, qui est un peu rêveuse et pas très à l'aise avec les gens qu'elle côtoie au quotidien. Sa cadette, elle, Nana, est combative, indépendante et ne se laisse pas faire. Et puis le troisième personnage, c'est Naki, qui est leur frère de cœur en quelque sorte, puisqu'ils se sont rencontrés tous les trois enfants. Lui, il est doux, il est gentil, mais il est secret, il parle peu de lui-même. Et au fil de l'histoire, on va passer d'un personnage à l'autre, à un moment où on apprend que Nana est enceinte d'un homme qui n'est pas son mari. Et dans la Corée encore très traditionnelle d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas du tout admis. C'est l'occasion donc pour l'auteur Hong Jong-eun de nous convier dans l'univers de ces personnages, de leur donner à tour la parole pour qu'ils nous racontent comment ils perçoivent cette grossesse, comment ils se perçoivent les uns les autres. Et elle le fait avec une écriture protéiforme qui est bouleversante, très cinématographique et sensitive. Elle arrive à adopter pour chacun des personnages un ton, une façon de percevoir la réalité qui est assez impressionnante et qui donne à ce roman quelque chose d'assez vertigineux. Michel Laya, c'est quelqu'un qui articule une écriture à la fois très musclée et très émerveillée du côté de l'enfant qui s'émerveille du monde. On l'avait dans son dernier roman Sans Silké, cet émerveillement pour le monde enfantin. Et puis, il est émerveillé par des gens, comme il l'avait été pour Louis Souter, probablement. Ici, c'est Chevrolet qui l'émerveille. Il veut donner un prénom à cet homme qui a une vie qui se résume aujourd'hui à une marque, Chevrolet, pour les Américains. C'est une histoire qui ressemble beaucoup à celle du personnage de Souter dans L'or de Blaise Cendrars que Laya aime beaucoup. Il naît en Suisse, il grandit en France, il traverse l'Atlantique et il va faire sa vie aux États-Unis à un moment, début du XXe siècle, où il y a une effervescence absolument extraordinaire, des découvertes sans arrêt. La ville, en l'occurrence surtout New York, mais Chicago aussi, monte à la verticale. Et le monde automobile en est assez balbutiement, il y a des accidents sans arrêt. Et je crois que ce qui a d'abord beaucoup touché Michel Laya, c'est le fait que Chevrolet, curieux et inventeur, soit un si mauvais businessman. Ce que j'aime beaucoup chez Anne Brécard, c'est une forme de réalisme très concret. Dans La patience du serpent, elle raconte le quotidien et le fonctionnement d'une famille de très jeunes parents avec 2 tout petits enfants.
d'une part, et elle articule ce monde très quotidien avec une écriture lancinante, un peu obsédante, qui là s'incarne dans un petit village au bord du Pacifique au Mexique, s'incarne dans une nature et un climat omniprésent, encombrant, puissant, souvent toxique, mais évidemment extrêmement fascinant.